Saviez-vous que dans notre monde, sur notre terre, il existe une école de sorcellerie? On y apprend toutes sortes de sorcelleries différentes, jusqu'à arriver au plus haut niveau de magie noire. Oui, oui, il y a parmi nous des gens aussi fous et irresponsables que ça. Que va-t-il arriver à ces frères jumeaux et quelle expérience vont-ils vivre à cause de cette école et de la magie noire? Je suis sûre que vous ne devinerez jamais la fin de l'histoire. Je tiens à préciser que sur cette chaîne, vous trouverez des histoires vraies et d'autres un peu plus floues. Le but étant le divertissement, je ne garantis la véracité d'aucune de ces histoires, car le seul moyen pour moi d'être sûr de leur authenticité serait de les avoir vécues moi-même. J'ai ouvert les yeux dans cette région où on prend la magie très au sérieux. Ça peut peut-être en faire rire certains, mais c'est un sujet que l'on prend très au sérieux par ici. La plupart des gens autour de moi ne rêvent que d'une chose, intégrer l'académie de magie de Maktavish. Mais ils sont tous trop pauvres pour ça. Cette école possède de nombreux grands sorciers, venus du monde entier et principalement d'Afrique, qui y enseignent. Aucune autorité de ce pays ne se mêle de ce qui se passe là-bas. Ils sont au-dessus de toute loi. On peut même dire que la loi protège les sorciers dans mon pays. Mon frère jumeau et moi avons été élevés par un sorcier, dans un village éloigné dans la campagne. Nous ne savons rien de nos parents biologiques. À chaque fois que nous lui posions la question, nous n'avions aucune réponse. En fait, tout ce qu'il faisait avec nous, c'est de nous nourrir et nous vêtir. Le reste du temps, il le passait cloîtré dans sa chambre, nuit et jour. Il y pratiquait ses rituels de magie et y dormait. Nous avions une vie très bizarre et des centaines de questions dans la tête. Dans le village, les enfants avaient peur de nous et se mettaient à bégayer à chaque fois qu'ils nous croisaient. Nous ne comprenions pas pourquoi, étant donné que nous étions des enfants nous-mêmes. Un jour, nous croisons un homme qui nous révèle que l'homme avec qui l'on vit n'est pas notre père et que pour connaître la vérité sur nos parents, il faudrait d'abord connaître la vérité sur cet homme qui nous a fait grandir. La personne qui nous a révélé ceci avait le visage caché et sa voix était assez surprenante, voire effrayante. C'est là que mon frère et moi avons décidé de commettre la pire erreur de notre vie, entrer dans la chambre de notre prétendu père. Nous savions qu'après une certaine heure, le vieil homme dormait, et nous sommes entrés tout doucement dans la chambre. Une odeur nauséabonde nous pique le nez, la pire odeur que j'ai jamais sentie. Il y a des bougies allumées un peu partout, des livres ouverts pleins de signes et de talismans dessinés. Et pour finir, une énorme carte du monde, avec un endroit spécifique marqué. L'académie de Maktavish. En regardant autour de nous, pour vérifier que nous n'ayons rien manqué, on remarque que quelqu'un nous épie à la fenêtre. Il a le regard noir de haine, mais nous esquisse un sourire glaçant. Qu'avons-nous fait? Et qui est cet homme, ou plutôt cette chose qui nous sourit de derrière la fenêtre? Nous ne le savions pas encore, mais nous avions commis l'irréparable, et il allait arriver quelque chose qu'on n'aurait jamais souhaité. Au milieu de la nuit, une odeur de brûlé nous a réveillés, et on s'est précipité pour sortir de la maison. En regardant par la fenêtre du vieux, c'est le choc total. Sa chambre est carbonisée et lui avec. Le deuil nous détruit alors le cœur. Même si ce n'est pas vraiment notre père, et qu'il nous cachait quasiment tout, il nous a élevés et nourris toutes ces années, et ne nous a jamais fait aucun mal. De plus, comment allions-nous connaître la vérité sur nos parents maintenant qu'il est décédé? C'était le seul à pouvoir nous donner des informations sur eux, ou d'où nous venions. Pendant que l'on s'interrogeait,
La police est arrivée sur les lieux avec les pompiers pour éteindre le feu. Et ils ont commencé à nous interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le feu s'est-il déclenché? On ne sait pas du tout. Nous avons été réveillés par l'odeur et nous sommes sortis. Et je ne pense pas que quelqu'un s'est introduit dans la maison pour l'allumer. À ce moment-là, les pompiers sortent de la maison et ont identifié la source du feu. Ce sont les bougies qui étaient allumées. Les flammes ont dû toucher quelque chose qui a alors pris feu. Mon frère se met alors à parler. C'est peut-être moi, mon frère. On est sorti tellement vite de la chambre que je ne sais pas où j'ai posé la carte. Je l'ai peut-être posée trop près des bougies. Je lui fais signe de se taire, mais le policier m'a vu. Et maintenant, on nous suspecte d'avoir volontairement causé l'incendie. Non, non, mon frère n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ai mis le feu sans faire exprès. J'ai décidé de dire ça, car ils veulent nous accuser, et décident que ce n'était pas un accident. Nous n'avions aucune preuve pour nous défendre, donc autant que les torts soient pris par un seul de nous deux. En effet, la police m'embarque et me met en examen pour incendie volontaire. Ils enquêtent encore pour savoir si j'avais prémédité de tuer le vieil homme ou pas. Pendant que j'étais enfermée, mon frère ne savait pas quoi faire ni où aller. Il a essayé de me rendre visite, mais on ne l'a pas laissé me voir. Il n'avait plus de père, plus de maison. Il ne connaissait rien de ses parents biologiques. Il ne mange que ce que les voisins ont l'amabilité de lui offrir. Un jour, un homme étrange au visage caché passe à côté de lui et lui jette un papier froissé. Étonné à la limite de l'énervement, il se demande d'abord pour qui se prend cet homme pour lui jeter ce papier dessus ainsi. Puis il décide de l'ouvrir pour lire ce qui est écrit. « Nous t'attendons à cet endroit. Ne sois pas en retard. » Voilà ce qui est écrit sur le papier. Au début, il n'a rien compris. Puis très vite, en réfléchissant un peu, il s'est rappelé d'une chose. Lorsqu'il est venu pour me rendre visite, et qu'on le lui a interdit, car l'enquête est toujours en cours, et que je risque la perpétuité, il s'est mis à crier. « Non, mon frère est innocent !» Et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que les policiers l'ont poussé dehors. Comme il n'avait où aller, il est resté quelque temps assis devant la prison et a entendu les gardiens discuter entre eux. Il n'y a pas beaucoup de visites par ici. En plus, la plupart des prisonniers sont ici pour des années. Mais tu sais, les sorciers peuvent faire sortir qui ils veulent d'ici. Cette phrase n'a fait qu'un tour dans la tête de mon frère. Il a vite compris que les sorciers étaient très respectés par ici, et il s'est mis en tête d'en devenir un lui-même pour me sortir de là. Il va décider d'aller voir un vieil homme dans un village voisin qui connaissait notre père adoptif. On sait qu'il ne pratique plus la magie, mais il possède toujours des livres occultes et des entités avec qui il travaille encore. Il n'a pas pu s'en débarrasser, car on ne sort du monde de l'occulte que pour aller dans sa tombe. Cet homme, dans sa jeunesse, était considéré comme l'un des plus puissants dans ce domaine. Mais aujourd'hui, il a une petite boutique de confiserie. Mon frère se rend donc chez lui et lui raconte toute l'histoire. Il lui explique qu'il veut me faire sortir. Il le regarde et lui répond avec un sourire narquois. « Tu veux que je t'apprenne la sorcellerie donc ? D'accord. Mais à condition que tu travailles du matin au soir dans ma boutique. » Au fait, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas dit comment on s'appelle depuis le début de l'histoire. Eh bien, c'est parce que nous n'avons aucun nom. L'homme qui nous a élevés ne nous en a jamais donné. Bref, revenons à l'histoire. Mon frère travaille comme un acharné dans la boutique, du matin au soir. Mais il se dit que si en retour, il peut devenir sorcier et me faire sortir de prison, cela vaut le coup. Mais après plusieurs jours, il demande au vieil homme. « Bon, quand commencerez-vous à m'apprendre la magie ? Je vais t'apprendre, ne t'inquiète pas. On commencera au moment voulu. Quand je sentirai que tu es prêt, on commencera ton initiation. Ah oui, et à partir de maintenant, tu t'appelles Hein. » Mon frère était un peu étonné, mais le prénom lui plaît. Le pauvre ne savait pas qu'il allait vivre les jours les plus sombres de sa vie.
Les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Mon pauvre frère travaillait comme un esclave pour cet homme sans salaire et sans l'apprentissage qui lui avait été promis. Au bout de 6 mois, il décida enfin de parler. Chaque jour, tu me dis que demain on commencera mon initiation, et tu ne m'as toujours rien appris. Quand est-ce que tu vas commencer à m'apprendre la sorcellerie? Haha, tu es nourri et logé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu t'es cru à l'école de Maktavish? Pour que je t'apprenne la sorcellerie? Si t'es pas content, appelle la police. Ils seront ravis de te faire rejoindre ton frère. Allez, retourne faire ton travail. Il lui dit cette dernière phrase en le poussant à terre. Le pauvre, désemparé, ne sait plus quoi faire. Mais il a retenu un mot dans la phrase. L'école de Maktavish. Il se rappelle que c'est l'endroit qui était marqué sur la carte du vieux qui nous a élevés. Et l'adresse que l'homme lui a jetée sur le papier, avec écrit « Nous t'attendons à cet endroit », ne serait-elle pas celle de Maktavish? Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Là lui-même, Hein décide qu'il va bientôt voler la boutique et se rendre à cette école. Elle est loin, très loin, et il aura besoin de beaucoup d'argent pour y arriver. Mon frère était aussi celui qui s'occupait de livrer les commandes de la boutique. Il n'avait qu'à attendre une commande de cette région pour s'y rendre. Par chance, le jour où il devait livrer là-bas, le vieil homme était malade. Il pleuvait, et dans le carton qu'il devait livrer, Hein avait caché ses vêtements et l'argent qu'il avait volé au vieux. Il s'est rendu à la gare pour attendre le train. Le vieillard s'est levé du lit pour aller compter la caisse, et quel ne fut son choc quand il la trouva totalement vide. Il a tout de suite compris que c'était Hein. Il contacte directement la police, qui ne tarde pas à retrouver sa trace. De plus, le vieil homme, même s'il ne pratique plus autant qu'avant la magie, aurait pu facilement faire appel à ses djinns pour le retrouver. La police arrive très vite à la gare, qui est bondée. Hein, faisant la queue pour rentrer dans le train, les aperçoit et panique à l'idée de se faire attraper. Il faisait la queue pour monter dans le train, mais décide de demander aux gens devant lui de le laisser passer avant eux. Il leur dit qu'il est encore petit et malade, que la pluie aggraverait son cas. Il leur a tous fait de la peine, et ils l'ont laissé passer à l'avant de la file. Le contrôleur aussi était très gentil. Il lui demande comment il s'appelle. « Je m'appelle Janid. Est-ce que je peux rentrer ?» Et le contrôleur le laisse monter à bord du train. La police se met à interroger les gens sur un jeune garçon du nom de Hein, jusqu'à arriver au contrôleur. Il lui pose alors la même question, ce à quoi il leur répond « J'ai vu personne, laissez-moi travailler. » On sent qu'il sait quelque chose. Même si mon frère lui a donné un faux nom, il était facile de savoir que c'était lui qu'on recherchait. La police va donc continuer ses recherches ailleurs. Et le train part enfin de la gare. De mon côté, j'étais épuisée. Je travaillais nuit et jour et je vivais un cauchemar. J'étais très maltraitée. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose d'étrange. Le directeur de la prison va rassembler tous les détenus dans une salle et nous dire « Aujourd'hui, nous allons avoir la visite d'un grand sorcier. » Et en effet, un homme très effrayant et charismatique s'est présenté à nous et nous a dit d'une voix très grave « Je vais choisir l'un d'entre vous et lui apprendre la magie. Il sera mon héritier. Mes jours sont comptés et je dois transmettre mon savoir. » On se regarde tous étonnés. Qui de nous va-t-il choisir? Bien sûr, ce ne sera pas moi. Je suis encore petit et je ne connais rien à ce monde-là. Cet homme n'était pas un sorcier ordinaire. Non. Il était réputé pour faire de nombreuses expériences dans l'occulte, et notamment essayer de mélanger les humains et les djinns. Selon lui, s'il réussit à créer une fusion entre les deux, les humains deviendront très puissants et posséderont des pouvoirs en fonction du djinn avec qui ils ont été mélangés. Il va se balader entre les détenus, puis s'arrêter devant moi et me pointer du doigt. « Toi,
C'est toi que je cherche. Tu seras mon héritier. » Tout le monde est stupéfait et le directeur lui demande: « Vous êtes sûr? C'est lui que vous voulez comme héritier? C'est juste un enfant bâtard qui n'a même pas de prénom. » « Je sais ce que je veux. Vous voulez me montrer comment faire mon travail? » Tout le monde me regarde avec incompréhension, jalousie et haine. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait choisi, et je ne voulais même pas aller avec lui. Mais j'ai décidé de garder mon avis pour moi-même. Nous sommes sortis de la prison et je marchais derrière lui en direction de sa voiture. Voiture que je n'avais jamais vue avant. Elle ressemblait presque à un vaisseau spatial. Je suis montée à l'arrière avec lui et j'ai senti que je pouvais lui demander quelque chose. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux voir mon frère avant d'aller avec vous ?» Il m'attrape par la gorge et me répond: « Je ne t'ai pas choisi pour que tu me demandes des faveurs. Ton frère est en sécurité. Quant à toi, tu es mon héritier et tu dois être sans cœur. Au fait, tu t'appelles Joncal. » Joncal? C'est quoi ce prénom? Nous qui avions vécu sans nom étions devenus Hein et Joncal. On va rouler jusqu'à un endroit très éloigné et arriver devant une grotte. On y entre et l'odeur y est nauséabonde, plein d'os et de signes dessinés sur les murs. Il s'arrête en chemin et me dit: « À partir de maintenant, tu es un adepte de Satan. Tu dois lui prêter allégeance, car c'est lui ton maître à présent. » Ça m'a fait très peur, et à ce moment-là, j'ai pensé à tout ce qui nous était arrivé à mon frère et moi. À la vie qu'on a eue, car à cause de nos parents qui nous ont abandonnés, nous n'avons eu personne pour nous défendre, et on a fini séparés. Je réfléchis avec mon cerveau d'enfant, en regardant la grotte autour de moi. Puis je finis par donner mon accord au sorcier. Je vais prêter allégeance au diable. Haha, bien. Maintenant tu es un serviteur et élève de Satan. Tiens, mets ce masque. Personne ne doit savoir qui tu es. Tu as désormais un ennemi très puissant. Il ne doit pas connaître ton identité avant que tu sois assez fort pour le défier. Le masque changera les traits de ton visage ainsi que ta voix. Le monde de l'occulte est très dangereux, plein d'hommes et de djinns redoutables et puissants. Si tu arrives à t'intégrer et à te mélanger avec l'un de ces djinns, tu deviendras une toute autre personne. Et à partir de là, personne ne pourra te barrer la route. Le sorcier m'apprend toutes sortes de magie et de talismans. De son côté, mon frère arrive enfin à l'Académie Maktavish. Et à sa surprise, une grande dame, debout devant la porte, lui dit: « Enfin tu es là. Tu en as mis du temps. » Apparemment, elle aurait eu l'information de son arrivée par le contrôleur du train. « Je suis la directrice de l'académie. Tu es au bon endroit maintenant, tu n'as plus à t'en faire. Je t'attends depuis longtemps. Tu vas apprendre la sorcellerie et devenir l'un des sorciers les plus puissants du monde. » Hein se posait mille et une questions, mais avait trop peur d'en faire part à cette femme. Comment elle connaît autant d'informations sur moi? Et cette académie est très chère et sélecte. Pourquoi j'y aurais accès sans argent? Elle lui lance un regard et lui dit: « Ne t'inquiète pas, tout est en ordre, tu n'as pas à t'en faire. Je vais te donner ton masque, comme tous les élèves ici, car vous avez énormément d'ennemis, dont vous devez vous protéger en attendant de devenir puissant. Vous n'arriverez pas tous à ce niveau. Seuls quelques-uns d'entre vous seront capables de devenir des sorciers puissants. Mais je ne veux aucun ennemi. Je veux juste être assez respecté pour pouvoir faire sortir mon frère de prison. Je veux ni tuer ni être tué. » « Je ne veux plus t'entendre dire ça. Tout sorcier a des ennemis. Moi-même, j'en ai encore plein. De toute façon, c'est la seule solution que tu as pour faire sortir ton frère et avoir une place dans la société. Pour commencer, tu devras adorer Satan et lui prêter allégeance. Tout comme moi, l'apprentissage de mon frère va commencer. C'est étrange qu'il ait été admis aussi facilement alors qu'il n'acceptait aucun nouvel étudiant.
Beaucoup de personnes plus riches et plus instruites à ce sujet se sont vues refuser l'accès à l'académie. Mais mon frère y a été accepté. Très étrange. Dans la région où j'étais, les gens n'accordent aucune importance à Dieu et donc suivent aveuglément le diable. Mais je sais pertinemment que c'est Satan qui se sert des hommes et non l'inverse. Certes, il envoie ses djinns et ses démons pour nous aider dans nos tâches, mais le but final est de servir son propre intérêt. Dans cette région, tout le monde avait peur des sorciers, car ils envoyaient leurs démons pour se venger de quiconque leur barrait la route. La population sait que l'autre monde existe et en a très peur. Les élèves des sorciers avaient une place très élevée dans la société, et les démons vont en profiter pour appliquer un de leurs plans. Prendre le contrôle total de la région sans que personne ne s'en aperçoive assez tôt. Et l'arme avec laquelle ils comptaient y arriver, c'est la fusion entre les deux, les humains et les djinns. J'ai très vite compris que c'est ce pourquoi ils veulent m'instruire. Ils veulent faire cette expérience sur moi et que je devienne le premier être, mi-djinn, mi-homme. Le sorcier n'a plus que quelques jours à vivre. Il est très malade. Et oui, ni la sorcellerie, ni Satan ne peuvent te rendre immortel. Il était donc très pressé de faire son expérience sur moi. Il va m'apprendre une chose qui m'a choquée. Ce n'est pas la première fois qu'on crée des êtres surhumains de la sorte. Apparemment, c'était chose très répandue du temps des pharaons, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire des monuments qu'on ne pourrait pas construire aujourd'hui avec notre technologie. D'autres grandes civilisations ont eu ce genre de pratique et s'en sont servis à travers l'histoire. Je me demandais tout de même pourquoi il m'avait choisi précisément. De son côté, mon frère aussi se demandait pourquoi il avait eu accès aussi facilement à l'école de magie. Et qui était l'homme au visage caché qui lui a jeté le papier? Les questions fusaient dans nos têtes à tous les deux. Les jours et les années passent et je deviens de plus en plus doué en sorcellerie. Cela fait presque 4 ans que je n'ai pas vu mon frère, ce qui me paraît bizarre. Un jour, le sorcier me dit que c'est les derniers jours que je passe avec lui. Ça y est, bientôt tu vas fusionner avec l'un des plus puissants serviteurs des rois des djinns. Cette fusion nécessite plus d'un sorcier. Ils sont donc plusieurs à réciter des incantations depuis l'extérieur de la grotte. Moi, à l'intérieur, je dois boire une potion contenant les choses les plus dégoûtantes que vous pouvez imaginer. Pendant le rituel, je n'ai qu'une idée en tête, voir mon frère. Je ne savais pas ce qu'il allait m'arriver par la suite. Une douleur me tord les entrailles. Ça y est, le djinn invoqué prend possession de moi. On l'appelle El-Essed El-Radoub, le lion furieux. Comme je vous ai dit plus tôt, chaque humain qui fusionne avec un démon obtient l'accès à ses pouvoirs. Ce djinn-là était le plus puissant pour les offensives, et il avait la capacité de voler. Personne ne pouvait l'arrêter. Son seul but est de prendre le total contrôle de mon corps et de me posséder. Mais cela voudrait dire que le rituel a échoué, car le but est la fusion des deux. Nous devons allier nos pouvoirs. Je dois faire en sorte qu'ils respectent ma puissance et qu'ils veulent s'allier à moi. J'avais atteint un niveau vraiment très avancé, donc j'ai réussi le rituel. Vous me croirez ou non, c'est même devenu mon meilleur ami après mon frère. Quelques jours plus tard, quand je suis enfin sortie de la grotte, les sorciers m'attendaient dehors. Ils ne savaient pas si j'étais encore joncale ou si c'était le djinn qui avait pris possession totale de moi. Quand ils ont compris que le rituel avait réussi, ils me regardèrent tous avec stupéfaction, et je devine même un peu d'admiration dans leurs yeux. Il me restait une chose. Chaque sorcier a un ennemi. Je dois donc combattre le mien et l'exterminer. C'est la règle dans le monde des sorciers. Une règle à laquelle on ne peut déroger. Le jour même, le sorcier qui m'a tout appris décède. J'ai eu beaucoup de peine malgré tout. J'avais l'impression qu'il voulait m'apprendre tout ça pour mon bien. Sa dernière volonté était que je supprime mon ennemi.
Nous sommes deux sur Terre ayant réussi le rituel de fusion, et seul l'un d'entre nous peut rester en vie. J'ai décidé qu'une fois que tout serait fini, j'irai retrouver mon frère, et que plus rien ne pourra nous barrer la route. Je suis devenu si puissant que je pourrai le protéger de tout. J'ai reçu une lettre avec le lieu du combat. C'est au milieu du désert, loin de toute civilisation. J'y ai trouvé mon ennemi qui me dit d'une voix terrifiante: « Tu es enfin là? Je t'attends depuis longtemps. » On se regarde avec haine, comme si nous étions vraiment des ennemis de longue date. Je comprends très vite qu'en fait ce sont nos djinns respectifs qui ont de vieux griefs. Je lui réponds: « Pourquoi tu es pressé? Si tu acceptes d'être mon serviteur, je te laisserai la vie. Ce serait dommage que tu meures avec tes capacités. » Il ricane et me répond: « Tente ta chance d'abord avant de juger. » Mon djinn me fait comprendre que le djinn d'en face a le pouvoir de vitesse et de creusage. En effet, dès le début du combat, dès que je l'ai attaqué, il a esquivé à une vitesse folle, puis s'est enfoui sous terre. Il a tenté de me tirer avec lui par le bras, mais je me suis retiré à temps. Puis il s'en est fallu de peu pour qu'il me coupe la tête avec son sabre. Je lui dis alors: « Pas mal, tu te débrouilles bien, mais il en faudra plus pour m'empêcher de revoir mon frère. » J'ai à nouveau pris position d'attaque, mais il est figé sur place, paralysé par le choc. Avant que je ne comprenne pourquoi, apparaît un démon entre nous, sous forme d'un sorcier, qui nous dit que le combat est fini pour aujourd'hui et qu'on doit s'éloigner. On pourra reprendre demain. Étrange. La règle est bien connue, c'est un combat à mort. Et pourquoi mon rival n'a pas bougé quand je m'apprêtais à l'attaquer? J'avais 1000 questions en tête. Et pendant que je réfléchissais, j'ai sorti une vieille photo de mon frère et moi. Où peut-il être? Je décide d'aller à l'endroit de notre ancienne maison, mais il n'y est pas. Puis me vient en tête d'aller visiter la tombe du vieux qui nous a élevés pour parler un peu avec lui. Je suis là, debout devant la tombe, perdu dans mes pensées, quand une vieille dame d'environ 80 ans s'arrête à côté de moi et me dit: « Je connais bien cet homme, c'était une très bonne personne, paix à son âme. » « Vous le connaissiez bien? Je vous ai jamais vu pourtant. » « Oui, je le connaissais très bien, et il est enfin en paix maintenant. Son cauchemar est fini. » « Mais c'était un sorcier, je le sais très bien car c'est lui qui m'a élevé. Je comprends pas. » « Et de quel cauchemar vous parlez? Racontez-moi. » « D'accord mon enfant, je vais te raconter. » On est allé s'asseoir dans un parc non loin de mon ancienne maison. Il y avait des enfants qui jouaient. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Elle me dit que ce qu'elle va me raconter date d'il y a des années en arrière. Cet homme que tu traites de sorcier s'appelait Anour, et c'est un des hommes les plus gentils que j'ai connus dans ma vie. Il n'avait rien à voir avec la sorcellerie. Un jour, il rencontra une femme magnifique avec qui il s'est marié, et quelque temps plus tard, ils vont avoir des jumeaux. Je suis sous le choc. Cela voudrait dire que cet homme était bien notre père? Continuez s'il vous plaît, racontez-moi la suite. Sa femme s'enfermait beaucoup. Elle lui avait même interdit d'entrer dans une chambre. Il s'est dit qu'elle aimait bien passer du temps seule et ne voulait pas la déranger. Mais un jour, il est entré dans cette fameuse chambre à l'improviste et l'a trouvée en train de pratiquer la sorcellerie. Il a découvert que c'était une voyante et qu'elle travaillait avec son père qui était un grand sorcier. Votre père était au courant que son beau-père était sorcier, mais avant de se marier, il a posé un ultimatum à votre mère. Soit elle vient vivre avec lui, soit elle continue la sorcellerie et reste vivre avec son père. Après cette découverte, il décide de divorcer, car il n'acceptait pas que sa femme ait ce genre de pratique, et il la chassa donc de la maison. En partant, elle lui a lancé une malédiction, celle de ne jamais pouvoir vous parler
et vous révéler ce secret. Il n'a pu donc que vous nourrir et vous loger pendant toutes ces années. Mais s'il n'était pas sorcier, pourquoi je l'entendais réciter des choses étranges et des incantations? Eh bien, pendant tout ce temps, il tentait de contrer le sort qui lui avait été lancé, pour pouvoir tout vous raconter et vous protéger de votre mère et votre grand-père. Il ne pouvait même pas vous donner de nom. Et la carte, avec l'Académie des sorciers dessus? Eh bien, c'est la dernière résidence connue de votre mère. C'est elle qui a lancé la rumeur que votre père était un sorcier et qu'il n'était pas votre père biologique. Et cet homme que vous avez croisé, le visage caché, qui vous a dit que vous étiez adopté, était en fait un démon. Et vous savez où est mon frère? Et comment êtes-vous au courant de tout ça? Je ne sais pas où il se trouve. Et cette histoire, c'est ton père qui me l'a racontée. J'étais une sorcière dans ma jeunesse avant de me repentir. Et il était venu me demander de l'aide. Et vous alors? Pourquoi vous nous avez pas raconté tout ça plus tôt? Le sort qu'avait lancé votre mère était trop puissant, même pour moi. Il n'a été conjuré qu'à la mort de votre père. À ce moment-là, beaucoup de mes questions commencent à trouver réponse. Ce sorcier puissant, duquel je me sentais si proche, serait-il mon grand-père? C'est pour ça qu'il a voulu que je sois son héritier, que je sois si puissant? Et où est mon frère? Où est-il passé? Est-ce que je dois me rendre à l'académie pour voir cette femme? J'ai encore une information, me dit la dame. Les dernières nouvelles que j'ai de ton frère, c'est qu'il travaillait dans une boutique dont le patron est aussi un grand sorcier. Mais j'ai appris qu'il s'était échappé. Je n'ai plus entendu parler de lui après ça. Elle me donne l'adresse de la boutique et je m'y rends sans tarder. J'entre et trouve un vieillard à l'intérieur. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Où est mon frère? Je sais qu'il y a 4 ans il travaillait pour toi. Dis-moi vite où il est si tu veux rester en vie. Il me répond d'un air effrayé. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais seulement lui apprendre la sorcellerie, mais il était trop pressé. J'ai vite compris que cet homme avait profité de mon frère et de sa naïveté. Je dois me venger et mettre fin à sa vie. Il lance un regard derrière moi, un regard de terreur, comme s'il avait vu le diable en personne. Je connais bien cette sensation. C'est celle que j'ai ressentie au début du combat avec mon ennemi. Je comprends alors que je n'ai que quelques secondes pour garder la vie. J'attrape donc mon épée et la plante dans le ventre de celui qui est derrière moi, mon ennemi. Enfin, j'ai gagné. Il ne me tournera plus autour et je vais pouvoir vivre tranquillement avec mon frère. Il tombe à terre et je mets un genou au sol pour lui retirer son masque. Horreur. Il s'agit de mon frère jumeau, mon frère bien-aimé que je viens de tuer de mes propres mains. Je ressens une douleur inexplicable et j'entends un rire de femme provenant de l'entrée. C'est bien, Joncal. Tu as accompli la dernière volonté de ton grand-père. Il ne devait en rester qu'un, le plus fort. C'est moi qui ai fait stopper le combat, car j'avais peur que vous découvriez vos identités respectives. Je sais que Hein a eu un doute quand tu as parlé de retrouver ton frère. Si on avait laissé faire, vous auriez tout gâché. Tout ce qu'on prépare depuis des années, ton grand-père et moi. Je ne suis pas surprise que tu aies gagné. Tu as hérité des gènes de ton grand-père, et ton frère était encore trop faible. Quant à ton père, s'il n'avait pas mis de bâton dans nos roues, nous ne lui aurions fait aucun mal. Il connaissait nos intentions envers vous et a tenté de nous empêcher d'arriver à nos fins. J'ai donc envoyé mes démons qui ont mis le feu à sa chambre. Et te voilà devant moi, mon fils. Je suis tellement fière de toi. Elle parle et sa voix m'irrite les oreilles. Je sens mon sang bouillir dans mes veines. De fureur, je lui coupe la tête. Cette femme ne mérite pas de vivre. C'est le diable en personne. Qui peut infliger ça à ses propres enfants? Son père et elle étaient vraiment des disciples du diable parmi les humains.
Comment peut-on être égoïste au point de mettre en péril la vie de ses enfants et de vouloir faire tuer l'un d'entre eux? À partir de ce jour-là, ma décision fut la suivante. Ce pouvoir que j'ai acquis, je vais le mettre à profit pour la destruction des sorciers. Je me lance dans la chasse anonyme des sorcières et des sorciers, et je n'en laisserai aucun sur mon passage. Personne ne sait si je suis vivant et mort. Je deviens invisible. Et on m'appelle à ce jour le poignardeur des sorciers.